Bienvenue à cette édition d'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une autre semaine marquée par les manifestations anti-mesures sanitaires dans la capitale et aux frontières canado-américaines. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, les manifestations se poursuivent. Ça fait 2 semaines que ça dure. Les blocus s'intensifient. Le lien économique vital entre Windsor et Détroit est bloqué depuis maintenant 4 jours. Je vais vous demander d'abord à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise qui est quand même majeure? Althia, je commence avec vous. Je dirais manquante. Au début de la semaine, ça faisait 4 jours qu'on l'avait même pas vu. Il était allé se déplacer au congrès du Parti libéral, section Ontario, samedi, mais il s'était pas pointé à la période de questions lundi. Il avait envoyé ses ministres à nous faire une annonce qui avait comme pas vraiment rapport. Là, on se rend compte que les camionneurs sont en train de bloquer un pont qui est incroyablement important à l'industrie automobile en Ontario, à l'économie canadienne, qui nous fait l'air de des incompétents complets à l'international. Puis, le premier ministre, hier soir, c'était vraiment la première discussion pour envoyer la gendarmerie royale aux frontières. C'est vraiment... je dirais, épouvantable qu'un manque de leadership complet de la part, en fait, de tous les 3 paliers de gouvernement, mais surtout de M. Trudeau. Joël Denis, l'approche du gouvernement est aussi critiquée par l'opposition. On reproche à M. Trudeau de ne pas en faire assez. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que M. Trudeau se croit comme Ponce Pilate. Il s'en lave les mains en ce moment. Et on entend aussi les divers paliers de gouvernement se lancer la balle. C'est pas satisfaisant pour ceux qui sont affectés par cette crise. Les citoyens d'Ottawa ont été grandement affectés par cette crise. Maintenant, c'est les entreprises et constructeurs automobiles qui sont affectés par cette crise, les résidents de Windsor, et ça se répand comme une traînée de poudre. Il aurait fallu mettre le haut là à la manifestation à Ottawa il y a longtemps. Le gouvernement Trudeau aurait dû s'en mêler il y a longtemps pour éviter justement qu'il y ait une reproduction de ce genre de manifestation, parce qu'on a vu que ça a fonctionné au centre-ville d'Ottawa. Alors pourquoi ne pas faire la même chose ailleurs pour faire mal à l'ensemble du pays? Donc c'est un test manqué pour M. Trudeau. Oui, ça a inspiré effectivement d'autres personnes. Catherine, il y a même l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, qui a affirmé cette semaine qu'il est temps de mettre fin à cette insurrection. C'est les mots qu'il a employés. Est-ce que la crise actuelle va faire mal en bout de ligne à Justin Trudeau, selon vous? Ah oui, tout à fait, parce que vraiment, on ne sent pas l'urgence en ce moment. Et finalement, le Mark Carney avait tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Donc, ce qu'on nous présente là, et Althia a bien raison, en fait, là, on nous présente des ministres qui doivent faire une mise à jour finalement de la situation. Et ils nous disent, bien, on a des discussions, on parle avec nos partenaires, on est ouvert, mais vraiment, on ne voit pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise-là. On ne comprend pas quel est le plan de match. On ne sait pas. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de Justin Trudeau. Je sais qu'il est très critiqué. Oui, ça va lui faire mal, mais on voit aussi très peu Doug Ford ces jours-ci. Il a été à peu près absent, là, je vous dirais, dans les derniers jours. Et finalement, on comprend bien qu'il se cache là. Ouais. Monsieur Trudeau n'est pas le seul à se laver les mains. Monsieur Ford aussi se cache alors qu'il va aller en élection là, très bientôt. Oui, au mois de juin, effectivement, c'est bientôt. Sur le changement de ton, maintenant, chez les conservateurs, la chef intérimaire Candice Bergen, on l'a entendu aujourd'hui, elle demande maintenant aux manifestants de rentrer chez eux, rentrer à la maison. Elle qui leur avait pourtant montré son soutien il y a quelques jours à peine. Althia, qu'est-ce que vous en pensez de Mme Bergen? Mais là, il commence à avoir une pression, pas juste dans le caucus, mais avec les conservateurs à travers le pays. On voit des gens comme James Moore, l'ancien ministre dans le gouvernement de M. Harper, qui sortent puis qui disent c'est épouvantable, vous pouvez pas continuer à encourager les manifestants quand on voit qu'ils sont en train de nuire à l'économie. Puis aussi, il y avait quand même un double discours, là, je dirais, il y a 2 années, je pense en 2020, quand on avait les manifestations sur les voies ferroviaires, où est-ce que les Amérindiens, quelques groupes amérindiens avaient bloqué les voies, puis les conservateurs, ils étaient sortis en grande force, critiquant cette approche, demandant au gouvernement d'arrêter les négociations, puis de faire rentrer l'armée, que ça n'avait pas rapport, que la marchandise devrait rouler. Puis là, on se rend compte que ça fait 1 semaine et demie que les conservateurs sont en train de dire aux manifestants dans la rue, hey, on vous supporte, puis en chambre, les gens devraient respecter la loi. Mais là, on s'efforce de dire que non, en fait, le temps, on vous a écouté, on vous a entendu, puis le temps est venu pour rentrer chez vous.
Catherine, un petit peu en retard. Oui. Catherine, je vais à vous. Votre opinion sur la position des conservateurs dans cette crise? Écoutez, ils n'avaient pas le choix là, finalement de changer de position. Et puis, en passant, je ferais remarquer là, que bon, où il y a des passages, en fait, les passages à la frontière, que ce soit au Manitoba, ça c'est la province de Candice Bergen, on le sait, que ce soit en Alberta, que ce soit à Windsor, là, en Ontario, eh bien, ça touche des élus conservateurs. Donc, on sent vraiment qu'il y a eu de la pression de ce côté-là, peut-être pour présenter un message plus unifié, parce que vraiment, jusqu'à maintenant, ce qu'on entendait, c'était deux positions différentes. Hein. Il y a des députés qui disaient, bien, nous, on soutient les camionneurs, tout à fait, ils ont le droit de manifester. D'un autre côté, il y en a qui étaient très mal à l'aise, là, finalement, qu'on ne respecte pas la loi et l'ordre. Et puis, je vous dirais que la réaction la plus intéressante aujourd'hui, c'est celle du député Arnold Viersen, hein, quand on lui a demandé à l'entrée de la période de questions, est-ce que les manifestants devraient partir? Il a dit, bien, à la frontière, oui, absolument. Et on a dit à Ottawa, il a dit, eux, ils peuvent rester. Donc, on sent que c'est encore, on tente d'unifier la position, mais c'est encore un peu divisé. Oui, Joël Denis, sur la position des conservateurs, en fait, on se demande finalement s'ils ont changé d'idée parce que c'était en train de se retourner contre eux, là. Oui, tout à fait. D'autant plus que le Parti conservateur se présente comme le parti de l'économie, de la loi et l'ordre, et c'est un peu l'anarchie qui règne non seulement à Ottawa, mais aussi maintenant dans les divers postes frontaliers. Donc, c'est une position insoutenable pour le Parti conservateur. Il devait faire volte-face. Ça a été fait. Et je pense que ça a été lancé la semaine dernière par le député conservateur de la région de Québec, Pierre Paulus, qui a mis son point sur la table en disant que ceux qui étaient à Ottawa étaient des gens qui réclamaient l'anarchie et qu'il fallait les sortir de la rue d'Ottawa. Sur la sortie, mais très remarquée cette semaine, celle du député libéral Joel Lightbound, qui a critiqué ouvertement son propre gouvernement. Il a accusé de diviser la population canadienne sur la vaccination obligatoire. Althia, jusqu'à quel point cette sortie de M. Lightbound, ça vient faire mal à Justin Trudeau? Ça fait mal beaucoup. Pas juste parce que, je dirais... depuis le mois d'octobre, après que les gens se sont calmés, qu'il n'y avait pas eu de caucus assez rapidement après l'élection, les forces libérales les députés se sont rangés en ligne. Très rarement est-ce qu'on a entendu quoi que ce soit. Des fois, ici, des sources anonymes ici puis là, mais vraiment pas beaucoup. Puis là, on voit un très gros malaise que M. Lightbound a exprimé, qui a mentionné qu'il avait exprimé à plusieurs reprises, qu'il n'était pas le seul au caucus, en pensant que, je pense, la critique qui a fait le plus mal, c'était que M. Trudeau a raté dans son message unifiant, qu'il était comme off-brand. C'était pas le message que les gens se voient ou se reconnaissent le premier ministre pour avoir dit pendant des années. Le message qu'on est tous là-dessus ensemble, qu'on est une communauté qui se lève ensemble, puis que en critiquant, en essayant de peut-être peindre un petit peu trop largement les gens qui sont, je veux pas dire qu'ils sont anti-vax, mais qu'ils ont une inquiétude par rapport au vaccin, qu'il y a semé de la division à travers le pays. Ça fait beaucoup plus mal que Candice Bergen, la chef intérimaire du Parti conservateur, qui accuse le premier ministre de la même chose dans une période de questions. Ouais, Joël Denis, M. Lightbound a eu l'appui public d'au moins un de ses collègues, le député libéral de la région de Laval, Yves Robillard. Est-ce que le caucus libéral est divisé ou encore uni derrière Justin Trudeau? Bien, il y a certainement un malaise qui a été exprimé par M. Lightbound, mais vous savez quoi, M. Lightbound n'a pas été expulsé du caucus, donc ça ouvre la voie peut-être à d'autres critiques de la part d'autres députés parce qu'il n'y aura pas véritablement de sanctions. Il faut dire que M. Lightbound est un député remarquable, a fait un discours posé, réfléchi, des critiques bien formulées, bien réfléchies, et ça faisait un bout de temps qu'il éprouvait un malaise devant la tactique du gouvernement de Justin Trudeau et les politiques aussi qui ont été utilisées, qui excluent ou stigmatisent ou divisent la population, ce sont ces mots. Donc, je pense que c'est peut-être le premier d'une série de critiques qui vont être exprimées publiquement de la part de députés libéraux. On voit maintenant que c'est permis de le faire sans subir les sanctions, sans être expulsé du caucus. Catherine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça va faire boule de neige? En fait, je trouve ça intéressant parce que M. Lightbound, il n'a pas seulement critiqué son propre gouvernement, il a aussi critiqué les gouvernements, finalement, là, qui ont utilisé des tactiques de division. Hein. Je pense que le gouvernement du Québec a fait la même chose là, lorsqu'il a proposé une taxe sur les non-vaccinés, taxe qui finalement a été abandonnée. Mais moi, je suis d'accord, là, je pense que c'est
ce sont des petites fissures qu'on voit actuellement dans le caucus libéral. Il faut dire quand même là, que M. Trudeau, il en est à son 3e mandat. Je pense que vraiment les députés d'arrière-ban commencent à s'impatienter. Je pense qu'ils se rendent bien compte. Et je dis pas que c'est le cas de M. Lightbound, mais je pense que certains députés se rendent compte qu'ils ne seront jamais ministres. Et finalement, là, ils n'ont rien à perdre. Ils peuvent s'exprimer plus librement. Donc, je ne serais pas étonnée là, de voir là, peut-être d'autres personnes finalement se plaindre de la gestion du gouvernement et surtout du bureau du premier ministre. Là. À suivre. Donc, il nous reste même pas 2 minutes. Je veux vous entendre évidemment sur la course au leadership chez les conservateurs. Un seul candidat qui est déclaré jusqu'à maintenant, c'est Pierre Poilievre. Mais les spéculations vont bon train. Althia, est-ce que Pierre Poilievre, c'est l'homme de la situation pour le Parti conservateur actuel? Ah, ça, c'est une question que seulement les membres peuvent répondre. Mais je dirais que c'est jamais une bonne idée d'avoir une course ou en fait, de ne pas avoir de course. Ce ne serait pas une bonne idée pour M. Poilievre non plus d'avoir une coronation. On a vu comment que ça a fonctionné avec Michael Ignatieff chez le Parti libéral et même avec Paul Martin chez les libéraux. Ce serait de son avantage d'avoir une course qui le mène à se tester lui-même, je dirais, surtout sur les enjeux qui ont rapport avec des conservateurs plus modérés. Ça va être intéressant de voir, par contre, s'il y a d'autres qui décident de se pointer parce que c'est sa course à l'instant. Oui, Joël Denis, justement, il y a des députés du Québec, c'est le cas d'Alain Reyes, qui tente de convaincre l'ancien premier ministre Jean Charest de faire le saut. Est-ce que ça vous semble sérieux? Oui, parce que M. Charest réfléchit. M. Reyes est en train d'élaborer une sorte de organisation, si vous voulez, qui serait clé en main pour M. Charest, pour qu'il permettrait peut-être de remporter la victoire au Québec, dans les provinces atlantiques et même dans le Grand Toronto. S'il présentait à M. Charest peut être convaincu. Donc, je pense qu'il y réfléchit sérieusement. Maintenant, je pense que M. Poilievre a aussi avantage d'avoir une course. Pourquoi? Parce qu'il y a du polissage à faire quand même pour M. Poilievre. Il y a un discours qui est tranchant pour certains clivants, un discours très anti-establishment, très anti-média, et ça peut heurter certains conservateurs au Québec qui n'aiment pas son style trop abrasif envers certaines institutions qui sont importantes pour le Canada, notamment les médias traditionnels. Catherine, il ne nous reste même pas 10 secondes. Est-ce qu'il y a un autre nom qui circule qui pourrait être intéressant? Je pense qu'il faudra surveiller Patrick Brown, le maire de Brampton, certainement. Et Peter MacKay, est-ce qu'il va décider de se réessayer une autre fois? C'est ce qu'on va devoir voir. Et finalement, je mentionnerai Tasha Kheiriddin, la chroniqueuse politique, là, qui a indiqué qu'elle était en réflexion. Donc, je pense que ce seront les 3 autres noms, du moins du côté progressiste, à surveiller. Donc, plusieurs personnes sur le téléphone actuellement. On aura l'occasion de s'en reparler. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci, bonne semaine. Au revoir. Et pour poursuivre sur le leadership chez les conservateurs, quelques heures à peine après l'entrée de Pierre Poilievre dans la course, le lieutenant des conservateurs au Québec, Alain Reyes, a annoncé qu'il quittait ses fonctions pour avoir les coups des franches. Voici mon entrevue avec le député de Richmond-Arthabasca. Bonsoir, M. Reyes. Bonsoir. Bon, vous avez vraiment pas perdu de temps pour quitter vos fonctions de lieutenant du Québec. Vous voulez pouvoir appuyer, vous êtes un candidat progressiste dans la course à la direction. Vous voulez pas rester neutre. Donc, juste pour être clair au départ, là, pas question pour vous d'appuyer Pierre Poilievre. Non, ça n'a aucun lien. Ma décision d'annoncer cette fin de semaine que je voulais me retirer de mes fonctions pour m'impliquer dans cette campagne n'est pas une réaction à la sortie de Pierre Poilievre. Je ne savais pas quand il le ferait. Il ne m'en a pas informé. C'est tout à fait normal. Mais j'ai fait le choix après la sortie d'Erin O'Toole, du vote de confiance, les derniers éléments qu'on a eu à l'intérieur de notre parti m'ont fait réfléchir à l'idée de dire les progressistes conservateurs à l'intérieur de l'organisation devraient avoir une voix, devraient pouvoir se faire entendre comme les autres franges de notre organisation. Et je voulais avoir les coups des franges pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir appuyer un candidat, puis pas juste l'appuyer dans l'espace public, mais aussi travailler à l'aider à gagner. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez du seul candidat en liste jusqu'à maintenant, M. Poilievre, dans cette course? Qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Pierre Poilievre? Pierre Poilievre, je le connais, ça fait 6 ans que je travaille avec lui. C'est un homme extrêmement intelligent, c'est un orateur, comme les gens qui suivent la colline parlementaire le savent, extrêmement performant. À la limite, des fois, le terme pugnace, difficile, passionné. C'est quelqu'un qui aime parler des enjeux économiques, ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a des opinions qui convergent. Mais il y a d'autres enjeux aussi qui m'interpellent.
toutes les questions des enjeux sociaux à l'intérieur de notre organisation, d'autres enjeux au niveau environnemental que j'aimerais pouvoir échanger pendant cette course. Donc, ce que j'envoie comme invitation par ma déclaration que j'ai faite en me retirant de mon rôle de lieutenant politique, et aussi du cabinet fantôme dans le dossier de 2 langues officielles, c'est de dire, moi, j'ai envie de m'impliquer. Je l'ai fait avec Andrew Scheer. J'ai décidé de ne pas le faire avec Erin O'Toole, mais je pense que le parti est rendu à la croisée des chemins. On doit trouver une façon d'unir tous les conservateurs au pays, comme l'ont fait Stephen Harper et Brian Mulroney, qui ne sont pas du tout dans le même spectre politique, mais qui ont réussi à unifier par leadership tous les conservateurs autour. Puis, je dis souvent aux gens qui m'écoutent, les conservateurs progressistes ont le droit de s'exprimer. Souvent, l'aide plus sociale, eux, se gênent pas pour donner leur opinion. Puis nous, on est plus discret, plus modéré, on s'acclimate à toutes les situations. Aujourd'hui, moi, je dis, il faut être fier de ce qu'on est, puis il faut être capable de s'exprimer dans notre grande famille. Vous dites, justement, que vous allez appuyer un candidat progressiste. Il y a plusieurs noms qui circulent. Vous avez vous-même contacté l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Est-ce que M. Charest s'est montré intéressé? Il n'a pas été clair comme ça, mais je pense qu'il a été intéressé d'écouter un peu plus longuement la conversation que j'avais à lui faire. Et mon intérêt, moi, c'était de voir, pas juste pour M. Charest, il y avait d'autres personnalités aussi connus qui ont fait savoir, ou en tout cas qu'on entend parler qu'il y a des discussions ou qui prennent le pouls. Je pense à Tasha, la chroniqueuse Keredin, je pense à Peter McKay, je pense à Patrick Brown particulièrement, Vincenzo Guzzo, l'homme d'affaires dans le secteur du cinéma. Donc, c'est tous des gens qui ont quelque chose à partager, qui sont préoccupés par l'avenir du Parti conservateur. Donc, je voulais savoir est-ce que M. Charest, étant donné sa situation, pouvait être quelqu'un qui aurait de l'intérêt afin de voir, moi, de mon côté, dans les organisateurs que je connais dans mon réseau de contacts, comment la réception pourrait être. Donc, M. Charest, j'imagine, réfléchit présentement, reçoit des appels de toutes sortes. Ça reste un politicien aguerri. Je pense qu'il a fait ses preuves depuis pendant ces années, tant au fédéral qu'au provincial, et qui serait naturellement un adversaire redoutable pour un Justin Trudeau dans un débat des chefs dans l'élection. Bien, justement, au-delà des noms qui circulent comme M. Charest, comme d'autres, quel style de chef ça prendrait pour diriger le Parti conservateur d'aujourd'hui? Bon, tantôt, je disais on parlait de ce qu'il y avait dans ma déclaration. Pour moi, ça prend un chef progressiste, ça prend un chef de centre-droit économique. Naturellement, quelqu'un qui est capable d'unifier les troupes, capable de les rassembler autour d'un objectif, qui est l'objectif ultime, c'est de gagner la prochaine élection et de battre Justin Trudeau. Ça prend aussi, pour moi, clairement, quelqu'un qui s'exprime très bien dans les 2 langues officielles pour nous permettre de parler à tous les Canadiens. Donc, pas juste au Québec, il y a aussi une trentaine de circonscriptions au pays où il y a beaucoup de francophones qui se sentent souvent délaissés. On le voit ce qui se passe un peu au Nouveau-Brunswick en ce moment. Et donc, cette personne-là, je crois qu'elle existe et il faut les solliciter, il faut leur montrer qu'ils seraient appréciés s'ils décidaient de se lancer dans la course pour alimenter le débat que nous avons, qui, à mes yeux, n'est que l'unique solution que nous avons, c'est d'agrandir notre tente conservatrice pour accueillir le plus de Canadiens qui seraient intéressés à voter pour nous. Puis c'est à ça que j'ai le goût de travailler dans les prochaines semaines avec mes confrères. Ouais. Si jamais c'est Pierre Poilievre qui gagne la course à la direction du Parti conservateur, qui devient chef, parce que bon, il est le seul en lice et on dit que plusieurs déjà députés l'appuient. Est-ce que vous allez rester, vous, au Parti conservateur, travailler avec lui? Est-ce que vous seriez capable de faire ça? Ben oui, clairement. Là, je travaille déjà avec Pierre. C'est un homme très, très bon. Moi, je suis pas en guerre. Hein. Certains ont essayé de créer un genre de fight là, entre 2 clans dans le parti. Je suis vraiment pas là présentement. Je suis plus quelqu'un qui veut contribuer de façon constructive. Je veux faire entendre la voix des progressistes qui est trop souvent, à mes yeux, silencieuse ou modérée, de la misère à peut-être s'affirmer autant qu'on le devrait et à faire comprendre notre vision des choses comme les autres franges du parti le font. Et je suis vraiment là présentement. Puis si ce débat-là peut faire en sorte, ultimement, un Pierre Poilievre gagne et ça lui a permis de préciser ses positions qui vont lui permettre de gagner une prochaine élection pour en agrandissant la tente conservatrice, ben parfait, on aura fait notre travail à ce moment-là. Et donc, je suis vraiment dans cet esprit-là. Je suis pas dans un esprit de confrontation, loin de là, mais plutôt dans un esprit de trouver une piste de solution. On a raté en 2019 notre coup, on a raté en 2020 et je pense en 2021.
Et je pense qu'on a cette obligation d'offrir une solution de rechange à la population. Sinon, on va se ramasser face à un déficit démocratique où les gens pourraient, s'il y avait une division à l'intérieur de notre organisation, se ramasser avec seulement une option pour gouverner, ce qui, à mes yeux, serait catastrophique démocratiquement. Alain Reyes, député conservateur de Richmond-Arthabasca, ex-lieutenant du Québec pour les conservateurs. Merci beaucoup. Certainement qu'on aura l'occasion de se reparler de cette course au leadership dans vos troupes. Merci. Ça fait plaisir. Bonne journée. Et puis, le Bloc québécois part en croisade pour protéger le poids politique du Québec à la Chambre des communes. Le Bloc veut forcer les libéraux à se prononcer sur la proposition récente d'Élections Canada de retirer un siège au Québec afin de tenir compte des changements démographiques au pays. Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, nous explique plus en détail. Bonsoir, M. Blanchet. Bien le bonsoir. Bon, actuellement, le Québec compte 78 sièges à la Chambre des communes sur un total de 338, mais pourrait en perdre un d'ici 2024. Il faut préciser que c'est juste une recommandation au moment où on se parle d'Élections Canada. Mais si jamais ça arrivait, qu'est-ce que vous entendez faire au Bloc québécois pour tenter d'empêcher ça? Nous avons déposé un projet de loi qui fait en sorte de protéger, non seulement protéger le poids du Québec tel qu'il est maintenant. Je vous préciserai qu'en vertu des tout derniers chiffres de recensement et les changements proposés, si rien n'était changé dans le nombre de sièges du Québec, on serait 23,8 22,8 de la population canadienne, 22,8 du Parlement pour 23 de la population canadienne. Il n'y aurait même pas besoin d'enlever un siège au Québec, mais parce qu'il y a des provinces qui ont des nombres de sièges protégés déjà, mais pour équilibrer, il faudrait enlever un siège au Québec, ce qui ne se justifie d'aucune façon. L'autre élément qu'on met de l'avant, c'est que historiquement, ça a souvent été considéré, puis on parlait auparavant de deux peuples fondateurs, de deux nations fondatrices, et le 16 juin, la Chambre des communes a voté massivement en faveur d'une motion qui reconnaissait que le Québec est une nation dont la seule langue officielle est le français et dont la seule langue commune est le français. Mais si ça a un sens, nous, on dit qu'il faut protéger le poids du Québec. On établit ça comme historiquement ça avait déjà été suggéré, notamment à l'époque de Charlottetown, pour dire qu'il faut, quels que soient les changements, qu'on s'assure que le quart des sièges, 25 des sièges, est réservé aux élus québécois à la Chambre des communes. Bon, mais le Québec pourrait donc perdre un siège au Parlement canadien parce que, d'abord et avant tout, la population québécoise croît à un rythme qui est moins élevé que la moyenne nationale. Est-ce qu'on devrait plutôt augmenter les seuils d'immigration au Québec pour résoudre le problème à plus long terme? Là, on est dans un problème de représentation dans le Parlement. On n'est pas dans un problème de nombre réel de population. Comme je vous disais, en vertu des plus récents chiffres, sans enlever un siège au Québec avec les changements proposés ou les autres changements proposés, notre pourcentage de la population représenterait déjà notre pourcentage de sièges. Mais malgré ça, on veut enlever un siège au Québec à cause d'autres règles qui favorisent la Saskatchewan, le Manitoba, les Maritimes. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Mais ça ne tient même pas compte de la réalité historique. On ne peut pas prétendre que le Québec ou que la nation française est un peuple fondateur du Canada et le laisser progressivement perdre l'espace qu'il occupe au niveau politique. Qu'on soit fédéraliste ou qu'on soit souverainiste, tout le monde devrait trouver son compte dans une protection légitime du poids politique dans les institutions canadiennes. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déposé un projet de loi. Et je ne l'amène pas pour prendre les libéraux en défaut. Je l'amène en demandant à tous les partis de le considérer de bonne foi, parce que je crois, comme la motion qu'on avait déposée au mois de juin, que c'est un geste qui est juste correct à l'endroit du Québec. Alors, on verra l'évolution de ce projet de loi aux communes, mais je veux vous entendre sur la gestion de l'occupation des camionneurs, évidemment, qui paralyse le centre-ville d'Ottawa depuis presque 2 semaines maintenant. Vous, au Bloc, vous demandez que le gouvernement fédéral en fasse plus pour dénouer cette impasse-là. Et encore vous-même, cet après-midi, vous avez interpellé le premier ministre Trudeau lors de la période de questions aux communes. Qu'est-ce que vous feriez de plus au Bloc québécois que le premier ministre Trudeau a fait jusqu'à maintenant? D'abord, il y a un travail d'information. Que les manifestants soient hostiles aux mesures sanitaires ou aux vaccins, moi, je suis en désaccord. Je suis vacciné 2 fois, je vais bientôt l'être 3 fois. C'est pas mon opinion, mais je reconnais le droit de quelqu'un d'avoir une opinion différente, de le dire et même de le manifester. Ça, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de stationner des camions sur la voie publique, sur la ligne Pointillé, au milieu de la rue Wellington, sur la colline parlementaire, d'être là depuis 12 ou 13 jours sans que les autorités ne fassent les gestes nécessaires pour les enlever de là. Et jusqu'à tout récemment,
ils faisaient du bruit 24 heures par jour. Là, ils sont un peu plus modérés parce qu'il y a une injonction qui l'interdit, mais ce n'est pas totalement respecté non plus. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire appliquer les lois, c'est de préserver l'ordre public. Et sans manquer de respect aux idées de ces gens-là, il est très clair qu'avant qu'on commence une troisième fin de semaine d'occupation de la colline parlementaire, ces véhicules-là doivent être retirés. Alors, le gouvernement fédéral n'arrête pas de dire on va être là, on vous comprend, on va être là, mais il ne pose pas de gestes, il n'y a pas d'action concrète de poser, ou en tout cas, il n'en prend pas au Parlement. Concrètement, quelles actions concrètes, quels gestes concrets pourraient être posés par le gouvernement canadien? 25 remorqueuses en avant des camions qui dit remorquage à vos frais, comme dans bien des stationnements de commerce. On va enlever les camions un par un, on va les amener à la fourrière. Les propriétaires des camions devront payer les pénalités, devront payer les contraventions pour récupérer leurs véhicules. Ça va en faire réfléchir un certain nombre. Il y aurait aussi simplement pu faire, comme ça a été fait à Québec, assez rapidement, une concertation entre la Ville de Québec, le gouvernement du Québec. Le message était clair, les mesures étaient conjointes. Là, le gouvernement Trudeau et la Ville d'Ottawa sont pognés avec leurs faiblesses respectives et manifestement une relation incertaine dans la gestion de la crise, ce qui fait que les camionneurs, les manifestants en général, restent bien installés dans la rue et n'ont même pas l'impression qu'on va leur demander de partir de façon sérieuse dans un avenir prévisible. Mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui émet des contraventions aux camionneurs. M. Trudeau a exclu très vite le recours à l'armée canadienne, vous le savez, pour déloger les manifestants. Plusieurs jugent que c'est pourtant ce que ça va prendre en bout de ligne parce que les policiers semblent dépassés par la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, je vous écoute. D'abord, la crise n'est pas une crise locale, c'est pas une crise de stationnement, c'est une crise politique. C'est une crise d'abord qui a été déclenchée par la décision du Parlement fédéral et des États-Unis, bonne décision d'après moi, de demander la preuve vaccinale à la frontière. La très, très grande majorité des camionneurs sont vaccinés et sont d'accord avec la mesure. C'est une minorité qui ne l'est pas. Parce que le gouvernement a mal réagi au départ, la crise s'est perpétuée et elle a dégénéré. Et la police d'Ottawa n'est pas capable seule de faire face à un défi de cette envergure-là. Le fédéral doit non seulement dire oui, voici les 1800 agents dont vous avez besoin, quitte à les emprunter ailleurs, sous réserve de l'enthousiasme que ça suscitera ou pas, puis dire, OK, on va vous donner l'aide nécessaire, voici les contraventions, voici les remorqueuses, on va vous enlever de là tout simplement pour faire respecter la loi et l'ordre public. Dans une crise qui est une crise nationale, déclenchée par des décisions prises par le gouvernement fédéral, il doit au moins se porter au secours de la Ville d'Ottawa. Sur les paiements de transfert en santé, maintenant, c'est votre autre cheval de bataille au Bloc. Vous avez reçu un appui de taille quand même hier avec cette sortie remarquée du libéral Joël Lightbaum qui a dit que la situation actuelle est intenable. Le premier ministre Trudeau, bon, on le sait, veut attendre la fin de la pandémie avant de régler la question des paiements de transfert. Il répète qu'il entend négocier avec les provinces et non pas avec le Bloc québécois. Pensez-vous vraiment être capable au Bloc de faire changer le premier ministre d'idée là-dessus? Je pense que sans le Bloc québécois, on ne parlerait déjà plus beaucoup des transferts en santé dans le Parlement fédéral. Donc oui, on fait déjà notre travail. L'autre élément, c'est qu'il y a un constat qui s'impose de plus en plus. Si historiquement, le système de santé du Québec et des provinces avait été adéquatement financé en vertu des obligations consenties par le fédéral lui-même, le système aurait été beaucoup plus robuste. Il y aurait eu moins de victimes, moins de pression, moins de mesures contraignantes et peut-être moins de contestations aujourd'hui. Il est clair que la responsabilité du fédéral était de financer le système. Et là, ce n'est pas qu'historique, c'est Justin Trudeau depuis 2 ans qui continue à imposer des conditions dans une juridiction qui est exclusive au Québec et aux provinces, avec un entêtement qui non seulement nuit à la santé publique, mais qui maintenant nuit à la paix publique. Oui. On aura certainement l'occasion de se reparler des paiements de transfert en santé. C'est tout le temps qu'on a. Yves-François Blanchette, je vous laisse aller, chef du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir. Alors voilà, c'était notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.